La peur et la terreur sont deux choses bien distinctes. La peur vous donne un coup de fouet, vous oblige à agir, à faire preuve d'imagination. La terreur, elle, paralyse les membres, arrête les pensées, prive les hommes de leurs ressources. Homère avait suffisamment vécu pour parfaitement distinguer l'une de l'autre. Le brigadier, dépourvu de la capacité d'éprouver la peur, était soudainement tombé sous le joug de la terreur. Mais ce fut la cause de cet état qui étonna le plus le vieil homme. L'apparence du cadavre auquel Hunter venait d'arracher son masque n'était pas commune. Le caoutchouc noir recouvrait une peau sombre et luisante, des lèvres proéminentes, un nez large et aplati. Homère n'avait plus vu de noir depuis la disparition de la télévision et de ses chaînes musicales, un peu plus d'une vingtaine d'années plus tôt. Mais reconnaître un représentant d'une autre race ne lui posait aucune difficulté. C'était curieux, certes, d'en croiser un dans ces parages, mais qu'y avait-il d'effrayant? D'ailleurs, le brigadier s'était ressaisi. Son comportement étrange n'avait pas duré plus d'une minute. Il éclaira le visage au nez aplati, grogna quelque chose d'incompréhensible, et entreprit de déshabiller avec brusquerie le cadavre récalcitrant. Homère aurait donné sa tête à couper qu'il entendait les craquements des phalanges brisées. « Il me raille, pour me le remémorer encore, hein? Et ça, c'est humain peut-être? Quel châtiment !» murmurait-il d'une voix éraillée. L'avait-il confondu avec un autre? Mutilait-il le mort pour se venger d'une minute de faiblesse, ou soldait-il un compte bien plus ancien et plus sérieux? Homère observait le brigadier à la dérobée, tout en dépouillant, malgré son dégoût, un autre cadavre, tout à fait ordinaire celui-là. La jeune fille ne participait pas à la maraude, et Hunter ne l'y obligea pas. Elle s'était éloignée, s'était assise sur les rails et cachait le visage dans les mains. Le vieil homme aurait juré qu'elle pleurait. Hunter traîna les cadavres au-delà du portail et les entassa. En moins de 24 heures, il n'en resterait plus rien. Durant les heures diurnes, de telles créatures prennent le pouvoir sur la ville pendant que les effrayants prédateurs nocturnes se terrent au plus profond de leur antre, pour attendre docilement leur heure. Le sang était invisible sur les uniformes sombres, mais il séchait lentement. Les vêtements collaient au ventre et au torse, comme si le sang voulait retourner dans un organisme vivant, provoquant une démangeaison abjecte tant sur la peau que dans la conscience. Homère se demandait si cette mascarade était bien utile. Son unique consolation reposait sur l'espoir qu'elle contribuerait à éviter de nouvelles victimes à l'Avtozavodskaya. Si Hunter voyait juste, on les laisserait traverser la station sans encombre. Et sinon, l'économie des morts inutiles sur sa route ne semblait pas faire partie de ses priorités. La soif de sang du brigadier n'était pas seulement un repoussoir pour Homère, mais aussi une source de curiosité. L'autodéfense ne justifiait pas le tiers des homicides qu'il avait commis, mais il ne s'agissait pas de sadisme. Quelque chose de plus profond était à l'œuvre. Une question tourmentait le vieillard. Hunter ne voulait-il pas marcher sur la Toulskaya pour assouvir un de ses penchants? Certes, les malheureux pris au piège dans cette station ne trouvaient aucun remède contre la mystérieuse maladie. Mais cela n'excluait pas l'existence d'un remède dans l'absolu. Dans le monde souterrain, il existait des oasis où la pensée scientifique survivait, où l'on poursuivait des recherches, développait de nouveaux médicaments, où l'on préparait des sérums. Par exemple, Polis, la station à la confluence de 4 artères, le cœur du métro, le dernier simulacre d'une véritable ville qui s'étendait dans les couloirs de correspondance entre l'Arbatskaya, la Borovitskaya, Alexandrovski Sad et la Bibliotheka Imeni Lenina, où s'installaient les anciens médecins et autres savants. Ou encore l'énorme bunker à proximité de la Taganskaya, la ville laboratoire secrète appartenant à la Hanse.
En outre, la Toulskaïa n'était peut-être pas la première station à connaître une telle épidémie. Et si quelqu'un avait trouvé le moyen de la vaincre, était-il possible de renoncer à un salut potentiel avec une telle légèreté, se demandait Omer. Bien sûr, maintenant qu'il portait la bombe à retardement de la maladie dans son organisme, il y voyait son propre intérêt. D'un point de vue rationnel, Omer avait fait la paix avec l'idée d'une mort prochaine. Mais son instinct se révoltait et exigeait qu'il découvrît une autre issue. S'il trouvait un moyen de sauver la Toulskaïa, il protégerait sa propre station et pourrait guérir. Malheureusement, Hunter ne croyait pas à l'existence d'un remède contre cette maladie. Après un unique échange de quelques mots avec les sentinelles de la Toulskaïa, il avait condamné l'ensemble de ses habitants et s'était aussitôt empressé de commencer lui-même l'exécution de la sentence. Il était parvenu à tromper le commandement de la Sévastopolskaïa en racontant des mensonges à propos de bandes de nomades, et avait imposé sa décision. Désormais il s'employait inlassablement et impitoyablement à lui donner corps et approcher de son but, passer la station par le feu. Ou alors il savait quelque chose de ce qui se déroulait à la Toulskaïa, quelque chose capable de bouleverser la donne, quelque chose qu'ignorait Omer et l'homme qui avait laissé son journal à Nakimovski Prospect. Une fois sa besogne sur les dépouilles achevée, le brigadier arracha la flasque de sa ceinture et têta ce qu'il y restait. Que pouvait-elle contenir? Un alcool? Cette boisson servait-elle de mise en train ou à faire passer l'arrière-goût? Trinquait-il à l'instant présent ou cherchait-il à oublier? Ou peut-être essayait-il de faire taire quelque chose en lui? La vieille draisine fumante devint pour Sacha une machine à voyager dans le temps, tout droit sortie des contes dont son père la distrayait parfois. Elle ne transportait pas la jeune fille de la Kolomenskaya vers l'Avtozavodskaya, mais de la réalité vers le passé. Même si elle était seule à avoir idée d'appeler réalité la poche de pierre où elle avait passé ces dernières années, cette excroissance aveugle dans l'espace et dans le temps. Elle se rappelait parfaitement son voyage aller. Elle n'était alors qu'une enfant, et son père, ligoté, bâillonné, les yeux bandés, était assis à côté d'elle. Elle n'arrêtait pas de pleurer, et un des soldats du peloton d'exécution lui projetait des ombres de ses doigts dans la tache jaune qui courait au plafond, faisant la course avec la draisine. On avait lu la sentence à son père une fois le pont traversé. Le tribunal révolutionnaire s'était montré clément en commuant sa peine de mort en exil à vie. Puis les soldats l'avaient poussé sur les rails, lui laissant pour tout équipement un couteau, une kalachnikov avec un chargeur et un vieux masque à gaz. On avait aidé Sacha à descendre. L'homme qui lui avait montré un cheval et un chien lui avait fait un signe de la main. Était-il dans le trio qui venait de périr? La sensation qu'elle respirait l'air de quelqu'un d'autre s'accrut quand elle enfila le masque à gaz noir que le tueur avait prélevé sur un des cadavres. Chaque parcelle de sa route coûtait la vie à quelqu'un. Il était probable que le rasé les aurait abattus de toute manière, mais en étant à ses côtés, Sacha devenait complice. La lassitude des combats n'était pas la seule raison du refus de son père de rentrer chez eux. Il disait que toutes les humiliations et les privations qu'il subissait ne pesaient rien dans la balance en comparaison d'une seule vie humaine. Il préférait souffrir qu'infliger cette souffrance aux autres. Sacha savait que le plateau où s'entassaient toutes les vies qu'il avait prises était au plus bas, et que son père tentait seulement de rétablir l'équilibre. Quant au rasé, il aurait pu intervenir plus tôt. Il aurait pu faire peur aux hommes de la draisine par sa seule apparition, les désarmer sans effusion de sang. Sacha en était persuadé. Aucune des victimes n'était un adversaire à sa mesure. Alors pourquoi tout cela?
La station de son enfance était plus proche qu'elle ne l'avait cru. Il ne s'était pas écoulé 10 minutes que ces feux scintillaient au loin. Personne ne montait la garde à l'approche de l'Avtozavodskaya. Ses habitants se reposaient pleinement sur les vantaux hermétiques verrouillés. À 50 mètres du quai, le rasé réduisit la vitesse, ordonna à Homer de prendre les commandes et se rapprocha de la mitrailleuse. La draisine entra dans la station à vitesse très réduite et presque sans bruit, à moins que le temps ne se fût figé pour que Sacha puisse en l'espace de ces quelques secondes tout voir et tout se rappeler. Ce jour-là, son père l'avait confié à son ordonnance, lui commandant de la cacher jusqu'à ce que la situation se résolve. Celui-ci l'avait emmené au plus profond sous les dalles de la station, dans un des locaux réservés au service. Mais même à cette profondeur, ils avaient entendu une centaine de gorges pousser un cri animal, simultanément. Et l'ordonnance s'était lancée vers la sortie pour être aux côtés de son officier supérieur. Sacha avait couru à sa suite, à travers les corridors vides, pour déboucher dans la grande salle. Il glissait le long du quai, et Sacha regardait les spacieuses tentes familiales, les wagons transformés en bureaux, les gamins qui se pourchassaient, et les vieillards qui médisaient, des hommes bourrus qui nettoyaient des armes. Ce qu'elle voyait, c'était son père à la tête d'un cordon restreint d'hommes enragés et effrayés, tentant d'encadrer et de contenir une foule en ébullition. Elle avait couru vers lui et s'était blottie contre son dos. Lui s'était retourné, hébété, l'avait repoussé et avait frappé son adjudant qui venait juste d'arriver. Mais quelque chose s'était déjà produit en lui. Le peloton figé, les armes épaulées, qui attendaient l'ordre de faire feu sur la route, avaient reçu le signal de la retraite. Le seul tir avait été fait vers le plafond. Son père entamait les pourparlers d'un transfert pacifique de la station aux révolutionnaires. Son père avait une foi. Les hommes reçoivent des signes. Il faut simplement savoir les percevoir et les lire correctement. Non, le temps n'avait pas ralenti pour lui permettre de revivre une fois encore le dernier jour de son enfance. Ce fut elle qui remarqua la première les hommes armés qui se portaient au-devant de la draisine. Elle vit le mouvement imperceptible et fluide du rasé qui s'emparait de la gâchette, suivi de celui de l'épée canon de la mitrailleuse qui pivotait vers les sentinelles étonnées. Ce fut avant le vieillard qu'elle entendit l'ordre sifflant de stopper la draisine et qu'elle comprit qu'il y aurait là dans quelques instants tellement de morts qu'elle aurait l'impression de respirer l'air de quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de ses jours. Mais Sacha pouvait encore éviter la tuerie, protéger de l'horreur indicible ces hommes, elle-même et une autre personne. Les gardes faisaient déjà jouer l'écran de sûreté, mais ils étaient trop lents et concédaient au rasé quelques fractions de seconde. Elle fit la première chose qui lui traversa l'esprit. Elle bondit et se blottit contre son dos métallique et rugueux, l'enlaçant et refermant ses mains sur sa poitrine immobile. Il tressaillit comme sous la morsure d'un fouet, perdit des instants précieux. Les sentinelles prêtes à ouvrir le feu restèrent elles aussi interdites. Le vieillard la comprit sans qu'une parole fût échangée. La draisine bondit en avant, vomissant des nuages noirs au goût amer, et la station Avtozavodskaya disparut derrière eux, dans le passé. Jusqu'à la Paveletskaya, nul ne souffla mot. Hunter s'était libéré de l'étreinte inattendue en tordant les bras de la jeune fille, comme s'ils étaient un cerceau d'acier qui l'empêchait de respirer. Ils avaient dépassé l'unique poste de contrôle à plein gaz, et les balles du tir en éventail qu'ils avaient essuyé
allèrent se perdre dans le plafond bien au-dessus de leur tête. Le brigadier avait eu le temps de sortir son arme et de répliquer par 3 éclairs silencieux. Il avait fauché un de leurs adversaires. Les autres s'étaient fondus avec les parois du tunnel, aplatis dans les niches, et ils eurent la vie sauve. Homer regardait pensivement dans la direction de la gamine au visage désormais fermé. Il avait supposé que la trame sentimentale se nourrait aussitôt après l'apparition de l'héroïne, mais l'intrigue se développait bien trop rapidement. Plus vite en tout cas qu'il ne pouvait non seulement le consigner, mais aussi le comprendre. Arrivés à la Paveletskaya, ils s'arrêtèrent. Le vieillard avait visité à plusieurs reprises cette station tout droit sortie de quelques légendes gothiques. À la place des colonnes rudimentaires, qui supportaient les voûtes des stations construites à la hâte aux extrémités des lignes du métro moscovite, la Paveletskaya s'appuyait sur une enfilade d'arches aériennes, bien trop hautes pour des hommes ordinaires. Et comme il était de coutume dans ces légendes, la station souffrait d'une malédiction rare. À 8 heures du soir précise, la Paveletskaya, jusqu'à cet instant bouillonnante d'activité, mourait pour ne devenir que l'ombre d'elle-même. De toute sa population, industrieuse et roublarde, seule une poignée de braves restait sur le quai. Tous les autres disparaissaient avec enfants, bardas, ballots de marchandises, bancs et lits de camp. Ils se terraient dans leur abri, les couloirs de la correspondance vers la ligne circulaire dont la longueur avoisinait 1 kilomètre, et tremblaient toute la nuit, alors qu'en surface, dans la gare de Pavliets, rôdaient des créatures monstrueuses sorties de leur sommeil. Des gens bien informés prétendaient que la gare et tous ses environs étaient leur territoire exclusif, et que, même quand elle rêvassait, nul n'osait violer leur domaine. Les habitants de la Paveletskaya étaient démunis devant ces monstres. Nul portail ici pour interdire l'accès aux escalators. Aussi, contrairement aux autres stations, la communication entre la Paveletskaya et la surface était, elle, toujours ouverte. Selon Homer, il n'y avait pas d'endroit moins indiqué pour faire une halte et passer la nuit. Mais Hunter était d'un avis différent. Et, arrivé à l'extrémité du quai, la draisine s'arrêta. « On reste ici jusqu'au matin. Prenez vos aises », lâcha-t-il en désignant d'un geste ample la station, après avoir retiré son masque à gaz. À peine ces paroles prononcées, il partit. La gamine l'accompagna du regard, puis se roula sur elle-même sur les dalles dures. Le vieillard trouva une position plus confortable, ferma les yeux, et chercha le sommeil. En vain. La hantise de la maladie qu'il répandait dans son sillage sur les stations saines l'assaillit. La jeune fille ne parvenait pas à s'endormir elle non plus. « Je te remercie. Je pensais que tu étais comme lui, » dit-elle. « Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres comme lui, » répondit le vieil homme. « Vous êtes amis ? » Comme le poisson pilote et le requin. En prononçant ces paroles, il eut un sourire sans joie. En réfléchissant, c'était la meilleure description de sa relation avec Hunter, qui dévorait les hommes, tandis que lui recevait leur reste ensanglanté. « Comment ça ?» demanda-t-elle en se relevant. « Je vais où ses pas me mènent. Je ne crois pas pouvoir me passer de lui. Quant à lui, il pense peut-être que je peux le purifier, même si en réalité personne ne sait ce qu'il pense. » « Et pourquoi tu ne peux pas te passer de lui ?» demanda-t-elle en se rapprochant. « Il me semble que tant que je suis à ses côtés, l'inspiration, elle ne me quittera pas, » dit Homer dans une tentative d'explication. « L'inspiration ? Une question de souffle, » dit Alexandra, sans qu'il pût déterminer s'il s'agissait d'une question ou d'une affirmation. Pourquoi dois-tu respirer tout cela ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Homer haussa les épaules. La question n'est pas ce que nous respirons, mais ce qu'on nous insuffle, répondit-il. Je crois que tant que tu respires la mort, plus personne n'effleurera tes lèvres,
par peur d'une odeur de cadavre, dit-elle, en dessinant quelque chose avec son doigt sur le sol crasseux. Voir la mort d'aussi près, cela fait réfléchir à beaucoup de choses, répliqua Homer. Tu n'as pas le droit de l'invoquer chaque fois que tu as besoin de réfléchir. Je ne l'invoque pas, je reste simplement à côté, et de toute manière ce n'est pas tant de mort qu'il s'agit. Enfin, pas d'elle uniquement, fit Homer sans désarmer. Je voulais être entraîné dans une histoire qui aurait tout changé. Je voulais que débute un nouveau cycle. Je voulais qu'il se passe quelque chose dans ma vie, que quelque chose me secoue, pour faire le ménage dans ma tête. Est-ce que ta vie était misérable? Demanda la jeune fille avec compassion. Ennuyeuse. Tu sais, quand un jour ressemble au suivant, il passe si vite qu'il nous semble que le dernier d'entre eux est tout près. Et la peur de n'avoir le temps de rien accomplir. Et chacun de ces jours est rempli d'un millier de petites tâches. Tu en finis une, tu souffles, et il est temps de passer à la suivante. Il ne reste plus de force ni de temps à consacrer à quelque chose de vraiment important. Alors on se dit que ce n'est pas grave et qu'on s'y mettra le lendemain. Mais ce lendemain n'arrive jamais, et c'est toujours le même aujourd'hui qui se répète à l'infini. Est-ce que tu as vu beaucoup de stations? Demanda-t-elle comme si elle n'écoutait pas ce que lui disait le vieillard. Je ne sais pas, répondit-il pensif. Sans doute toutes. Et moi, 2, soupira-t-elle. Au début, on vivait avec mon père sur l'Avtozavodskaya, puis on nous en a chassés vers la Kolomenskaya. J'ai toujours rêvé d'en voir ne serait-ce qu'une de plus. Ici, c'est tellement étrange. Elle parcourut des yeux la file d'arches. On dirait un millier d'entrées sans même de mur pour les séparer. Toutes sont ouvertes pour moi. Et moi, je ne veux plus y aller. J'ai peur. Alors, c'était ton père? Le deuxième? Homer s'interrompit, gêné. On l'a tué? La gamine se réfugia à nouveau dans sa coquille et garda longtemps le silence avant de répondre. Oui. Reste avec nous, reprit-il d'un ton déterminé. Je vais parler avec Hunter. Je pense qu'il acceptera. Je vais lui dire que j'ai besoin de toi pour... Il fit un geste des bras, ne sachant pas comment expliquer à la jeune fille que c'était elle, sa nouvelle source d'inspiration. Dis-lui qu'il a besoin de moi, fit Sacha en appuyant sur le pronom personnel. Elle sauta sur le quai et s'éloigna de la draisine, examinant chaque colonne qu'elle dépassait. Elle ne déployait aucune coquetterie et semblait étrangère à tout jeu de séduction. Ce n'étaient pas seulement les armes à feu qu'elle rejetait, mais aussi tout l'arsenal conventionnel féminin de mimiques touchantes, d'adorables minauderies, de sourcils arqués capables de déclencher un ouragan, et de demi-sourires pour lesquels on pouvait se sacrifier, ou tuer un autre. À moins qu'elle ne sût pas encore s'en servir. Et quand bien même, elle n'avait nul besoin de cet arsenal. Une seule morsure de son regard avait suffi à faire changer Hunter d'avis. D'un seul geste, elle l'avait pris d'en serrer, et l'avait empêché de commettre un massacre. Avait-elle traversé son armure pour toucher un endroit sensible? Ou lui avait-il trouvé une utilité? La seconde explication était la plus probable, car Homer ne croyait pas que le brigadier pût avoir des points sensibles, et qu'on pût l'écorcher, ou le blesser. Homer ne trouvait pas le sommeil. Même s'il avait échangé son masque à gaz noir et étouffant contre un filtre à air léger, il ne parvenait pas à respirer librement, et l'étau autour de sa tête ne se desserrait pas. Il avait abandonné toutes ses vieilles affaires dans le tunnel. Il s'était décapé les mains à l'aide d'un morceau de savon gris, les avait rincées avec l'eau croupie du jerrycan, et avait décidé de porter dorénavant un petit masque blanc filtrant. Que pouvait-il faire de plus pour protéger ceux qui se trouvaient près de lui? Rien. Plus rien désormais. Pas même partir dans les tunnels pour s'y transformer en un amas de chiffons abandonnés.
Cependant, cette proximité de la mort l'avait soudain renvoyé 20 ans en arrière, à l'époque où il venait de perdre tous ceux qu'il aimait. Et ces souvenirs conféraient à ses projets un sens nouveau et authentique. S'il n'écoutait que ses vœux, Homer leur aurait érigé un mémorial. Ils méritaient pour le moins une sépulture décente. Nés à des décennies d'écart, ils étaient morts le même jour. Son épouse, ses enfants, ses proches, ses condisciples aussi, et ses amis d'école, ses acteurs et musiciens préférés. Et plus simplement tous ces gens qui ce jour-là étaient au travail, chez eux, ou coincés dans les bouchons quelque part à mi-chemin. Tous ceux qui étaient morts sur le coup, et tous ceux qui avaient lutté pour survivre quelques jours de plus dans la capitale empoisonnée et à moitié détruite, grattant faiblement au vantaux hermétique verrouillé du métropolitain. Tous ceux qui étaient retournés dans l'instant à l'état d'atome, et les autres, qui se liquéfiaient et tombaient en poussière de leur vivant, sous les effets des radiations. Les soldats des groupes de reconnaissance, qui avaient été les premiers à remonter, ne pouvaient fermer l'œil des jours durant après leur retour de la surface. Homer avait eu l'opportunité d'en croiser quelques-uns autour d'un feu, dans des stations de correspondance. Dans leurs yeux étaient gravées à jamais les images de rues semblables à des rivières figées, boursouflées de poissons morts. Des milliers de voitures silencieuses aux passagers sans vie bouchaient les boulevards et les routes qui quittaient Moscou. Des cadavres s'amoncelaient partout, car jusqu'à l'arrivée dans la ville de ces nouveaux maîtres, il n'y avait personne pour les ramasser. Par un instinct de préservation, les éclaireurs évitaient les écoles et les crèches. Mais pour perdre la raison, il suffisait de croiser par hasard à travers la vitre poussiéreuse d'une voiture un regard mort dardé depuis le siège arrière d'une voiture familiale. Des milliards de vies s'étaient rompues simultanément. Des milliards de pensées restèrent tues. Des milliards de rêves inassouvis et des milliards d'offenses impardonnées. Son plus jeune fils réclamait à Nikolai une boîte de feutre. Sa fille avait peur d'aller au cours de patinage artistique. Et son épouse, avant de s'endormir, lui dépeignait les brefs congés qu'il pourrait passer en tête-à-tête au bord de la mer. Quand il s'était rendu compte que ses demandes et ses craintes étaient les dernières, elles s'étaient emplies d'une importance peu commune à ses yeux. Homer aurait voulu, dessein impossible, graver une épitaphe pour chacun des morts. Une chose était certaine cependant, l'humanité tout entière reposant dans son tombeau fraternel méritait une épitaphe universelle. Et maintenant qu'il ne lui restait que très peu de temps, il sentait qu'il saurait retrouver les mots justes. Il ne savait pas encore dans quel ordre il les inscrirait, ni quel serait leur mortier, ni sa manière de les enjoliver. Il avait cependant une certitude. Dans l'histoire qui prenait corps devant ses yeux, il y aurait une place pour toutes les âmes en peine, pour chacun des sentiments et chacune des parcelles de savoir qu'il rassemblait minutieusement, ainsi que pour lui-même. Le sujet qu'il avait choisi s'y prêtait à merveille. Quand la lumière poindrait à la surface, et qu'en bas s'ouvriraient les étals de marchandises, il lui faudrait s'y promener et acheter un grand cahier propre, ainsi qu'un stylo à billes. Il lui fallait se hâter car s'il ne couchait pas sur papier les grandes lignes de son futur roman, qui miroitaient au loin tel un mirage, celui-ci pourrait s'évaporer. Et nul ne savait combien de temps il lui faudrait rester assis au sommet de la dune, à regarder au loin, et espérer voir renaître une tour d'ivoire, des minuscules grains de sable de l'air en fusion. Le temps pouvait lui manquer. Quoi qu'en ait dit la gamine, un regard dans les orbites vides de l'éternité vous forçait à l'action, pensa le vieillard amusé. Puis se rappelant ses sourcils blonds arqués, 2 accents circonflexes blancs sur son visage sombre de saleté, sa lèvre qu'elle mordillait, ses cheveux ébouriffés,
Il sourit une fois encore. Le lendemain, sur le marché, ce n'était plus seulement un cahier et un stylo qu'il lui faudrait trouver, pensa-t-il en sombrant dans le sommeil. La nuit sur la Paveletskaya est toujours agitée. Les reflets des torches puantes courent sur les murs de marbre couverts de suie. Les tunnels respirent irrégulièrement, et les hommes assis autour du feu, au pied de l'escalator, discutent à voix basse, à peine audible. La station fait la morte, en espérant que les prédateurs de la surface rechignent devant la charogne. Les plus curieux d'entre eux découvrent parfois l'existence d'un couloir s'enfonçant dans les profondeurs, et en humant l'air, ils y discernent une odeur de sueur fraîche, et, prêtant l'oreille, ils entendent des battements de cœur, perçoivent le sang qui court dans des veines. Alors ils entament leur descente dans les tréfonds. Omer s'endormit enfin, et les voix inquiètes provenant de l'autre extrémité du quai s'insinuèrent dans sa conscience, déformée et avec difficulté. Ce fut alors que tonna la mitrailleuse, l'arrachant instantanément aux brumes du sommeil. Il bondit en écarquillant les yeux et chercha à tâtons son arme sur la plateforme de la draisine. Aux rafales assourdissantes de la mitrailleuse se joignirent plusieurs staccatos de Kalachnikov, et l'alarme qui imprégnait les voix des sentinelles se mua en terreur. Le monstre qui subissait leur feu nourri, quelle que fût sa nature, ne semblait pas incommodé par ce traitement. Et peu à peu le tir organisé sur une cible mouvante devint une fusillade chaotique où chacun essayait de sauver au moins sa propre peau. Omer trouva sa Kalachnikov, mais pas assez de courage pour entrer dans la grande salle. Toute sa volonté était à peine suffisante pour l'empêcher de démarrer le moteur et de foncer le plus loin possible de la station, sans souci de la destination. Sans quitter la draisine, il se contorsionnait dans l'espoir d'apercevoir le combat à travers les espaces entre les colonnes. Un hurlement strident d'une proximité inattendue couvrit les cris et les jurons des sentinelles. La mitrailleuse hoqueta. Quelqu'un hurla de terreur et se tut aussitôt comme si on venait de lui arracher la tête. Puis les craquements de la mitrailleuse percutèrent à nouveau les tympans, mais ils étaient irréguliers, chaotiques. Le hurlement se répéta un peu plus loin, et soudain, à la créature qui venait de s'exprimer, répondit une autre, toute proche de la draisine. Omer compta jusqu'à 10, et d'une main tremblante alluma les gaz. Incessamment, d'un instant à l'autre, ses compagnons allaient revenir, et ils allaient pouvoir partir sans délai. C'était pour eux qu'il l'avait fait, pas pour lui-même. La draisine se mit à vibrer, à fumer, le moteur chauffait, et soudain, à une vitesse inconcevable, quelque chose bondit à travers les colonnes, disparaissant du champ de vision trop rapidement pour que la conscience pût en saisir la forme. Le vieillard attrapa la main courante, plaça son pied sur la pédale des gaz et prit une profonde inspiration. S'il ne revenait pas durant les 10 prochaines secondes, il laisserait tout tomber, et sans lui-même comprendre son acte, Omer rejoignit le quai d'un bond, pointant devant lui sa Kalachnikov inutile. Sans doute voulait-il s'assurer de son incapacité à venir en aide à l'un des siens. S'aplatissant contre une colonne, il risqua un regard dans la salle. Il voulut crier, mais l'air lui manqua. Sacha avait toujours su que la Terre ne se bornait pas aux 2 stations où elle avait vécu. Mais jamais elle n'aurait imaginé que le monde au-delà pouvait être aussi merveilleux. Kolomenskaya, banale et triste, faisait figure, malgré tout, d'un chez elle accueillant et familier. L'Avtozavodskaya, altière, spacieuse mais froide, leur avait tourné le dos, à son père et à elle, les avait rejetés.
et cela elle ne pouvait pas lui pardonner. Sa relation avec la Paveletskaya pouvait commencer sur une page vierge, et chaque minute qu'elle passait dans cette station lui donnait envie d'en tomber amoureuse. Amoureuse de ses colonnes légères, de ses grandes arches engageantes, de ce marbre noble joliment veiné qui faisait ressembler les murs à une peau délicate. La Kolomenskaya était misérable, l'Avtozavodskaya trop sévère, alors que cette station avait dû être conçue par une femme enjouée et insouciante. La Paveletskaya ne voulait pas oublier sa beauté d'antan, même des décennies plus tard. Les habitants de cette station ne pouvaient être méchants, ni cruels, se disait Sacha. Était-il possible qu'il n'y ait jamais eu qu'une seule station hostile à traverser pour se retrouver dans cet endroit magique? Était-ce possible qu'un jour de plus aurait suffi à son père pour s'évader du bagne et retrouver sa liberté? Elle aurait su convaincre le rasé de les emmener tous les deux, avec lui. Au loin brûlait un feu autour duquel se pressaient des sentinelles, et le rayon lumineux d'un projecteur explorait les voûtes de la station. Mais Sacha ne désirait pas les rejoindre. Des années durant, elle avait cru qu'il lui suffirait de fuir la Kolomenskaya et de rencontrer des gens pour être heureuse. Pourtant, à cet instant précis, elle n'avait besoin que d'une seule personne pour partager son enthousiasme, son étonnement. Le monde qu'elle connaissait s'était accru d'un tiers, et son espoir. Il était peut-être encore possible de réparer ses actes. Quant à elle, elle ne devait être utile à personne, malgré ce qu'elle affirmait au vieillard et à elle-même. La jeune fille chemina dans la direction opposée, vers l'endroit où une rame gauchie, grêlée d'impact, les vitres brisées et les portes grandes ouvertes, s'enfonçaient à moitié dans le tunnel de droite. Elle y entra et explora les wagons les uns après les autres, en sautant par-dessus le vide qui les séparait. Dans le dernier, elle trouva une banquette miraculeusement intacte et s'y blottit tout entière. Sacha regarda autour d'elle et essaya d'imaginer que la rame était sur le point de s'ébranler et de la conduire au loin, vers de nouvelles stations pleines de lumière et du bourdonnement des voix humaines. Mais elle n'eut pas assez de foi ni d'imagination pour déplacer ces tonnes de ferraille. C'était bien plus facile avec son vélo. Elle ne put échapper à la réalité. Se répercutant de wagon en wagon, juste derrière elle, le vacarme du combat qui se livrait sur la Paveletskaya la rattrapa enfin. Encore? Elle descendit ses jambes de la banquette et se propulsa en direction de la station, le seul endroit où elle pouvait être un peu utile. Les corps déchiquetés des sentinelles gisaient partout sur le quai, à côté de la guérite en verre au projecteur désormais immobile, en travers du foyer éteint, au centre de la salle. Les combattants survivants avaient abandonné toute résistance et fuyaient dans l'espoir de se réfugier dans les couloirs de correspondance, mais la mort les rattrapa à mi-chemin. Une créature improbable était courbée au-dessus d'un des cadavres. À une telle distance, Homer ne pouvait distinguer les détails, mais il voyait parfaitement sa peau blanche et lisse, sa nuque puissante parcourue de tressaillements, ses jambes aux mouvements incessants, aux articulations tordues et trop nombreuses. La confrontation était perdue. Où était Hunter? Le vieillard risqua un deuxième coup d'œil et se figea de terreur. À une dizaine de pas devant lui, dépassant de derrière une colonne dans les mêmes proportions que lui, par jeu ou par raillerie, une gueule cauchemardesque le fixait depuis une hauteur de plus de 2 mètres. De sa lèvre inférieure pendante goûtait un fluide cramoisi. Sa lourde mâchoire s'activait sans répit sur un sinistre chewing-gum. Sa peau lisse s'étendait depuis son front en biais jusqu'à la cavité buccale. Mais l'absence d'yeux ne semblait nullement gêner la créature dans ses déplacements et ses assauts.
Omer se jeta en arrière en pressant la détente. La Kalachnikov demeura silencieuse. La chimère émit un cri assourdissant et eut un mouvement vers le centre de la salle. Le vieillard s'affaira sur le cran de sûreté grippé, conscient qu'il était trop tard. Soudain, la créature perdit tout intérêt pour lui. Son attention était concentrée sur l'extrémité du quai. Omer pivota brusquement en suivant son regard aveugle, et son cœur manqua un battement. Là-bas, promenant autour d'elle un regard effaré, se tenait la jeune fille. « Cours !» hurla Omer, dont la voix s'érailla douloureusement. La chimère blanche bondit, couvrant en un mouvement plusieurs mètres, et se retrouva juste devant la gamine. Celle-ci sortit un couteau à peine suffisant pour la cuisine, et porta une attaque. Pour toute réponse, la créature abattit une de ses pattes antérieures, et la jeune fille s'effondra sur les dalles. La lame atterrit quelques pas plus loin. Le vieillard s'était propulsé sur la draisine, mais toute idée de fuite l'avait quitté. Soufflant lourdement, il faisait pivoter la mitrailleuse, s'efforçant de prendre la silhouette blanche dansante dans la ligne de mire. En vain. Le monstre se pressait contre la jeune fille. Omer avait l'impression qu'ayant liquidé en quelques minutes les sentinelles, qui représentaient pour elle un danger même minime, la créature s'amusait avec deux adversaires impuissants, avant de les mettre à mort. La voilà qui était recroquevillée au-dessus de Sacha, la dérobant à la vue du vieillard. Éviscérait-elle sa proie? Elle eut un mouvement brusque, recula, porta ses griffes sur la tache rouge qui s'étalait sur son dos, et, avec un hurlement, se retourna, prête à venger l'offense. Hunter avançait à sa rencontre d'un pas hésitant, portant d'un seul bras sa Kalachnikov, l'autre bras pendait le long de son corps, et le vieillard lisait la douleur que lui infligeait chacun de ses pas. Le brigadier gratifia le monstre d'une nouvelle rafale, mais celui-ci, faisant preuve d'une vitalité étonnante, recouvra rapidement son équilibre, et se lança à l'assaut. Une fois le chargeur vidé, Hunter, après une esquive miraculeuse, embrocha sur sa machette des dizaines de kilos de viande morte. La chimère s'effondra sur lui, l'enterrant sous sa carcasse, l'étouffant de sa masse, lui broyant les os. La seconde créature s'approcha, annihilant tout espoir. Elle se figea au-dessus du corps secoué de convulsions de son congénère et donna plusieurs coups de griffe dans sa peau blanche, comme pour la réveiller. Puis elle leva lentement sa gueule albâtre en direction du vieillard. Omer ne laissa pas échapper cette chance. La rafale de la mitrailleuse déchira le torse de la chimère, pulvérisa sa boîte crânienne, et l'ayant renversée, continua à réduire en poussière les plaques de marbre qui recouvraient le mur derrière elle. Pendant longtemps le vieil homme fut incapable de calmer son cœur, ni de desserrer ses doigts crispés par la terreur sur la gâchette. Puis il ferma les yeux, enleva son filtre à air et prit une grande bouffée d'air froid, saturé par l'odeur de rouille du sang frais. Tous les héros étaient tombés. Il restait seul sur le champ de bataille. Son livre se concluait avant d'avoir commencé.